Les indigènes des Bermudes voient arriver un beau jour un gros chaland qui jette l'ancre dans un petit port. À bord, il y a un étrange appareil, tout rond, manœuvré à l'aide d'une grue, la bathysphère. En outre de l'équipage spécialisé et des savants des deux sexes, le docteur Bibb, le savant ichtyologue, a tenu à diriger les travaux lui-même en collaboration avec Otis Barton, que nous voyons ici à sa droite. Nous partons en vedette à la chasse aux photos avant le grand plongeon. Ah, les cormorans, enseigne vivante qui annonce les bancs de sardines dont ils sont friands. Bon appétit, mais attention, gare à la digestion. Il y en a trop. Évidemment, nous ne nous sommes pas embarqués sans mascotte. Les nôtres sont des maquis. Ces gentils petits animaux aiment le sucre et la crème chantilly. En réalité, c'est surtout de la mousse de savon à barbe qu'ils raffolent. Ah, la civilisation perdra tous les primitifs. Si nous faisions un peu l'école buissonnière, un paresseux, et son cousin, le tatou, qui se roule en boule et se protège sous une carapace qui forme un véritable puzzle sur son corps. Chut, ne dérangeons pas ce charmant tableau de famille. Ah, mais non, ils ne sont pas d'accord. C'est un jeune crocodile qui fait ses premières armes. Malheureusement, il est tombé sur un trop rude adversaire et c'est la loi du plus fort. Vous avez soif? Voici la formule. Vous lancez un maquis sur un cocotier comme vous lanceriez une balle et il vous renverra une belle noix de coco. Par exemple, si vous tenez à votre messager, il faudra sacrifier une banane. Il ne résistera pas à la tentation. Le paresseux, malgré son allure débonnaire, peut être assez dangereux lorsqu'il craint pour son petit. Et il faut user de ruse pour s'en emparer sans danger. Bien qu'édenté et, comme son nom l'indique, plutôt lent, cet animal possède de terribles griffes. Regardez si elles sont puissantes. Et pourtant, comme elles se referment avec douceur sur le petit retrouvé. Une de nos jeunes savantes, spécialisée dans la chasse aux papillons, trouve enfin gibier à sa mesure. Elle veut capturer vivant un vampire. Ce petit monstre, originaire de la cordillère des Andes, suce le sang des hommes ou des animaux endormis par une piqûre triangulaire qu'il pratique sans réveiller sa victime. Quand il s'attaque à l'homme, c'est le gros orteil ou la nuque qui font ses délices. Notre gentil petit boy, celui qui est préposé aux noix de coco, fait une rencontre terrible, le boa constrictor, qui le broierait comme un fétu de paille dans ses formidables anneaux. Heureusement, le boa, qui a des lettres, sait qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire et laisse aller ce maigre hors d'œuvre. Mais chacun ici-bas trouve son maître. Un crocodile le happe dans ses irrésistibles mâchoires. Le boa n'aime pas l'eau et le saurien, qui ne l'ignore pas, va le noyer afin de le rendre propre à la consommation. À son tour, le vainqueur subira l'inexorable loi de la nature. Notre attention est détournée par un autre spectacle. Décidément, nous sommes gâtés. Un requin-tigre aux prises avec un crocodile. On imagine habituellement que le crocodile est un habitué de l'eau douce. Erreur! Le crocodile des tropiques est acclimaté à l'eau salée par les nécessités de sa subsistance quotidienne. Ici, le requin est vainqueur, mais il va trouver à qui parler. Une savante n'est pas forcément une femme à lunettes qui bouquine toute la journée. Nous en avons ici une preuve éclatante. Celle-ci est partie seule en mer afin de mettre au point certaines observations. Malheureusement pour elle, un aigle des mers a par erreur avalé l'ancre du petit bateau.
Ce monstre, aux proportions fantastiques, est placé par la nature à mi-chemin entre le requin et la vulgaire raie. Ses ailerons forment de véritables ailes, pouvant atteindre 5 à 6 mètres d'envergure. À l'accoutumé inoffensif, il peut être très dangereux, car d'un simple coup de nageoire poussé à bout, il est capable de faire chavirer une embarcation. Bientôt, il donne des signes d'impatience et fait balloter l'esquive dans tous les sens. La jeune femme appelle au secours. Puis, affolée, elle cherche à tuer le monstre avec un couteau, tout en sachant fort bien que dans cette position, hélas, l'animal est parfaitement invulnérable. En désespoir de cause, elle se jette à l'eau. C'est héroïque, car la mer est infestée de requins. Il faut nager vite. Heureusement, la plage n'était pas loin et le squale se risque rarement dans les eaux basses. Elle a eu chaud. Quant à la raie, impitoyablement rivée à la barque par la chaîne de l'ancre, elle est vite repérée par les hommes accourus. Le harpon est lancé d'une main sûre, mais la lutte n'en est pas terminée pour autant, car l'aigle des mers ne se résigne pas aussi facilement. Otis Barton sait très bien qu'il n'a pas grand-chose à craindre de la gueule aux dents plates du monstre, mais il a fort à faire pour éviter ses furieux coups de nageoire. Le combat durera des heures et avec des fortunes diverses. Le pêcheur, ou plutôt le chasseur, ayant accompli son devoir, l'homme de science intervient qui fait l'autopsie de sa capture. Nous nous empressons de sacrifier un gros morceau de la raie en guise d'appât et nous l'alourdissons pour l'envoyer profondément. Les courants sous-marins apportent au squale l'odeur du sang et, guidé par son flair, il accourt. Ça y est, il a mordu. En ichtyologie, les femmes ne sont pas toujours employées aux petits travaux fastidieux, tels que classement, observation microscopique et autres. Cette jeune collaboratrice du docteur Bibb ne craint pas de coiffer le casque de plongée avec la pompe à air sous le menton pour aller dans le jardin sous-marin, faire sa cueillette de corail rose, de plumes marines et de gorgonia. La jeune fille a du mal à avancer parmi ces charmants petits poissons. Holocentrus, Epinephelus, poissons perroquets, chétodons aux couleurs vives, dont certains se nourrissent de polypes coralliens. Le courant lui fait presque perdre l'équilibre, et si elle se laissait renverser, le casque serait emporté. Mais voici un barracuda, la terreur de ces parages. Gros brochet de mer très dangereux et féroce, qui dans ces eaux chaudes atteint d'impressionnantes proportions. La pauvre n'a d'autre ressource que de piquer un 100 mètres et freiner, qui, en raison de la pression de l'eau, a l'air d'être enregistré au ralenti. Mais sa camarade, que nous avons déjà vu aux prises avec l'aigle des mers, est au contraire attiré par le risque.
Elle s'arme d'un fusil à tuer le poisson. Oui, un simple fusil, un vulgaire 22. Sur les côtes de France, le commandant Le Prieur avait également adapté une carabine en vue de chasse aquatique. D'autres spécialistes se servent d'une arbalète dont les flèches forment harpon. Pour tuer le poisson à la carabine, il faut le tirer presque à bout portant, la balle n'ayant pas assez de force pour résister pendant plus de 50 cm à la pression de l'eau. Ce n'est pas par maladresse qu'elle tient ainsi son arme, non. C'est parce que c'est de cette façon qu'il faut la tenir pour chasser sous l'eau. À tout hasard, elle fait un essai sur un serrant. L'expérience est concluante, elle peut affronter le terrible barracuda. Terrible? Oh oui, combien! Il a les dents piquantes et tranchantes. Il vise sa victime et se précipite sur elle avec la promptitude de l'éclair et lui arrache un morceau de chair. Sa férocité et sa cruauté sont autrement dangereuses que celles du requin lourd d'eau avec qui on peut lutter. Mais cette fois, il a été pris de vitesse. Un autre problème se pose maintenant. Comment capturer tous ces petits poissons qui ne mordent pas à l'hameçon afin de les étudier à loisir? La pêche à la dynamite, elle est interdite et avec juste raison. L'eau n'est pas compressible. L'explosion se produit donc au détriment des corps creux et vides qui s'y trouvent, comme la vessie natatoire des poissons. Toute vie est détruite. Ainsi, après la guerre, la faune et la flore sous-marine autour des îles Ioniennes avaient complètement disparu. Néanmoins, la science a non seulement des droits que le commun des mortels n'a pas, mais encore elle sait employer les armes les plus dangereuses avec mesure et discernement. La déflagration est insignifiante, mais combien meurtrière. Nous mettons ainsi la main, entre autres, sur un baliste et un magnifique tassergal, comme on en voit sur les côtes marocaines. Entre-temps, la bathysphère est prête pour sa première épreuve à vide, afin de contrôler l'étanchéité des fermetures. Imaginez l'horreur de ces êtres qui seraient pris comme des rats dans cette boule de métal, se remplissant d'eau glacée à une formidable pression. Non, il vaut mieux faire au préalable une plongée d'essai. Et puis, il faut déterminer également jusqu'à quelle profondeur la bathysphère peut descendre impunément. Voici un schéma explicatif. Un scaphandrier ne peut atteindre les grandes profondeurs. Il s'arrêtera à 200 pieds, soit 70 mètres environ, en raison de la trop forte pression. Le sous-marin va déjà plus bas, mais il ne dépasse pas le seuil du plateau continental à 400 pieds ou 140 mètres. La bathysphère, enfin, grâce à sa forme et aux matières employées, franchit la limite des abîmes abyssaux, descend jusqu'à 1000 pieds, 2000 et même 3000, 1 kilomètre. Cependant, le capitaine constate un alourdissement considérable. Nous renversons la vapeur et remontons la boule. Heureusement, il n'y avait personne. Mais l'eau comprimée à l'intérieur va se détendre brusquement. Attention! La lourde porte de 200 kg est arrachée à son alvéole, véritable boulet de canon. Cette fois, le docteur Bibb et Otis Barton descendront d'eux-mêmes. Ils sont heureusement assez minces pour se glisser par l'étroite ouverture de 35 cm.
Un petit moment d'angoisse. On fixe la porte. Le téléphone marche. L'oxygène sort normalement du robinet. Tout est prêt. « 2500 kilos sont soulevés par le treuil. Mais le câble est à toute épreuve. Ils n'auront qu'à 29 tonnes. D'ailleurs, dans l'eau, la bathysphère ne pèsera plus qu'une seule tonne. Le scaphandrier qui doit nous escorter se prépare à descendre lui aussi. Pour la première fois, nous assistons de l'intérieur à la plongée. Le spectateur prend lui aussi le baptême du scaphandrier. Les parois se refroidissent instantanément. La bathysphère est munie de patins afin de pouvoir se poser et pour éviter qu'un choc ne vienne à briser une fenêtre, la seule matière fragile, du quartz fondu, indispensable à cause de sa limpidité. Parmi les multiples espèces de madrépores, c'est un serrant qui, le premier, nous souhaite la bienvenue dans l'élément liquide. Notre seconde rencontre est déjà plus intéressante. Un énorme le diodone ou poisson hérisson avale de l'eau et raidit ses piquants pour se mettre à l'abri de son méchant voisin. La photo sous-marine n'est possible qu'en gros plan car sous l'eau, la lumière perd de son actinisme et en outre, les planctons, poussières vivantes, forment un véritable écran transparent. Mais il faut également prendre garde à ne pas briser la bathysphère contre un récif de corail. Le docteur Bibb donne l'ordre de remonter, la manœuvre est parfaitement exécutée. Maintenant, c'est au tour d'une jeune savante d'aller chercher sur place certaines précisions pour les expériences à venir. La boule n'a pas eu le temps de sécher que déjà elle retourne dans l'élément liquide. Cette fois encore, un scaphandrier muni d'une caméra perfectionnée va filmer l'opération. La jeune femme s'intéresse malheureusement trop au spectacle et n'a pas la promptitude du docteur Bibb. Lorsqu'elle donne l'ordre de remonter, il est moins une. Le danger est évité de justesse. Néanmoins, l'exploratrice n'a pas de chance. Et cette fois, ce sera hélas la catastrophe. La fenêtre est restée miraculeusement intacte. Sur le pont, la machine est bloquée. On tire un peu, mais la résistance est trop grande. Il faut donner du mou au câble de peur qu'il ne casse. Il doit être coincé dans les ramifications du corail. La prison de métal est immobilisée au fond de la mer. Le capitaine délibère avec les savants. En tirant sur le câble, peut-être arriverait-on à briser la branche de corail qui le retient. Sans trop d'espoir, nous tentons l'expérience. Inutile. Il n'y a qu'une solution. Il faut envoyer un scaphandrier qui tentera de démêler les chevaux embrouillés. Il descend, armé d'une lance pour se défendre éventuellement contre les requins. Arrivé au fond, il s'assure tout d'abord que tout va bien à l'intérieur de la bathysphère. Les fenêtres tiennent bon. Mais il faut travailler vite, car l'oxygène va manquer.
aussi vite qu'il est possible de le faire par 30 mètres de fond. Et pourtant, on croirait qu'il y met de la mauvaise volonté, qu'il marche au ralenti. Mais l'eau et le costume opposent une résistance incroyable. Le scaphandrier dépense au contraire une énergie et une force à toute épreuve. Enfin, il a trouvé le point névralgique et s'affaire pour dégager le câble. Ah, ce n'est pas si simple que ça. La corde est libérée. Remontez! Tout est bien qui finit bien. Mais nous repérons une pieuvre et nous voudrions prendre un plan de sa nage qui est très curieuse. La tête forme un sac muni d'une ouverture par où la pieuvre aspire de l'eau. Elle ferme le sac ensuite au moyen de 2 véritables boutons pression et elle expulse enfin l'eau avec force par un tube mobile qui sert en même temps de gouvernail. La pieuvre avance donc en fusée et, stratège à ses heures, protège sa fuite en crachant de l'encre. En suivant la même direction, nous croisons un galuchat qui semble voler gracieusement. Puis, une tortue. Incorrigible, notre scaphandrier va jouer un instant avec elle. Mais la tortue ne veut rien entendre et nous comprenons bientôt pourquoi. Elle a vu la pieuvre. Celle-ci a trouvé une langouste et l'attaque. L'horrible bête se couvre de magnifiques taches multicolores et mobiles. Le crustacé se défend. Une de ses pattes est prise et il cherche à atteindre son adversaire avec les bords aiguisés de sa queue. Enfin, la pieuvre coiffe sa victime et perce de sa gueule crochue les lames protectrices de la langouste qu'elle dévorera vivante, laissant la carapace entière mais vide. Bientôt, les taches disparaissent, la peau du monstre s'irise, il digère. Toutefois, l'opérateur n'a pas le loisir de s'attarder, car il est surpris par un requin. Le requin, n'ayant pas la gueule terminale, est assez lourdeau dans le combat. Il faut le piquer au nez, où il est sensible.
Écœuré et blessé, le monstre abandonne la lutte. Il croit trouver une proie moins coriace dans le poisson-ci et se jette sur lui, cherchant la bagarre. C'est une empoignade formidable. Le requin va chercher à briser l'arme redoutable de son antagoniste, tandis que le poisson-ci essaiera d'atteindre les branchies. Rendu furieux par l'odeur du sang, le requin, soudain, se précipite sur l'opérateur. Le scaphandrier n'a que sa caméra pour se défendre cette fois. Il s'agit maintenant de récupérer l'appareil et sa précieuse collection d'images. Une grande partie du film que vous venez de voir est dans l'estomac du squale. Malheureusement, si le trépied dépasse encore, la caméra ne ressort pas aussi aisément qu'elle est entrée. Tant pis, c'est la seule solution. On nous signale une pieuvre dans l'épave. Et le docteur Bibb veut voir le monstre de près. Cette pieuvre dont il connaît déjà tant de particularités curieuses. Cette horrible bête aux longs bras pourvus de ventouses puissantes et dont l'étreinte ne pardonne pas. Mais c'est surtout sa nage qui est extraordinaire. Sa tête forme un grand sac muni d'une ouverture par où la pieuvre aspire l'eau. Le sac se ferme au moyen de deux véritables boutons pression. L'eau est expulsée ensuite avec force par un tube mobile qui sert en même temps de gouvernail. La pieuvre avance donc en fusée et, stratège, à 16 heures, protège sa fuite en crachant de l'encre. L'opérateur sous-marin n'oublie jamais d'emporter tout d'abord une bonne lance aiguisée et tranchante comme un rasoir, équipement défensif souvent indispensable. Sa caméra, enfermée dans une boîte étanche, possède une lentille à très large ouverture, car sous l'eau, seul le gros plan est possible en raison de multiples phénomènes. Notre opérateur veut voir une murène de près et va la chercher dans son abri de corail. Cette cousine germaine de l'anguille est tellement appréciée des gourmets que les Romains en élevaient dans leur vivier. On a même raconté que Néron les nourrissait d'esclaves vivants. Mais ceci n'est pas prouvé, car la murène a les dents piquantes mais pas tranchantes, quand bien même sa morsure serait venimeuse. Par ailleurs, elle ne possède pas assez de force musculaire pour déchiqueter la chair de l'homme. Elle vit communément avec une langouste qu'elle dévore au moment où celle-ci change de vêtements, comme disent les indigènes des côtes africaines, c'est-à-dire au moment où la langouste rejette sa vieille carapace et que la nouvelle n'est pas encore durcie. Un oiseau? Non, un galuchat, qui existe en plus petite taille dans nos eaux méditerranéennes également. Sa nage est merveilleusement belle et sa peau fort recherchée. Mais c'est une beauté funeste, car sa queue porte parfois jusqu'à 5 dards empoisonnés. Un mérou, qu'Otis Barton vient de photographier, voudrait voir tout de suite que ça donne sur la pellicule.
Il n'est pas méchant, seulement il est lourd, il pèse plus de 100 kilos et risque de le gêner. Ah, enfin une vedette qui comprend la publicité. Mais un requin survient cherchant la bagarre. Le scaphandrier est armé de sa seule lance et le costume empêtre ses mouvements. Le requin, lui, est assez lourdeau et, handicapé par la place de sa gueule sous le museau, il est obligé de se retourner pour attaquer. Il faut le piquer au nez, où il est sensible, et l'empêcher de passer au-dessus ou au-dessous de l'arme. L'animal prend du champ et revient de dos afin de pouvoir happer sa proie. Il a saisi la lance. Le combat risque de mal tourner pour notre ami, mais d'un dernier effort, il dégage l'arme et le monstre, écœuré, abandonne la lutte. Notre chasseur d'images en a assez lui aussi. Il veut remonter à la surface, il a son compte d'émotions, sinon de photos. Mais d'abord, il faudra forcer le galuchat qui lui barre la route, et éviter les coups furieux de cette queue se terminant en pointe effilée comme une dague, qui pourrait percer le scaphandre, atteindre la peau et y porter sa blessure empoisonnée. Enfin, la lame a blessé l'arrêt. Elle s'éloigne en battant de l'aile, si l'on peut dire. L'homme est essoufflé. Chaque mouvement à cette profondeur exige une dépense physique double ou même triple de celle qu'il déploierait à l'air libre. Cette fois, il a bien gagné son repos. Otis Barton chausse de nouveau les escarpins de cérémonie, les lourds brodequins de plomb qui lui permettront d'adhérer au fond. La caméra est prête. Il fait son plein d'air et en route. Sous l'eau, il fait beaucoup plus clair qu'on ne pourrait l'imaginer, et tout y paraît plus proche. Par contre, en pénétrant dans l'eau, la lumière est non seulement réfléchie, mais perd une bonne partie de son actinisme. Enfin, les planctons, poussières vivantes et transparentes d'animalcules, gênent la visibilité et par conséquent le photographe, qui en est réduit au seul gros plan. Une magnifique tortue. Taxi? Non, pas libre, allez à pied. La tortue, décidément, ne veut rien connaître de la civilisation. Mais voilà un régal pour le cinéaste. Une pieuvre qui voudrait s'offrir de la langouste pour déjeuner. Dans sa fureur, l'horrible bête se couvre de magnifiques taches mobiles et multicolores. Ses tentacules essaient d'étreindre le crustacé, mais l'autre se défend. Une de ses pattes est prise. Il essaie d'atteindre son adversaire avec les bords aiguisés de sa queue qui couperait comme une lame de rasoir dans la chair de l'agresseur. En vain, la pieuvre s'agrippe au coraux et lentement, sûrement, attire irrésistiblement la langouste qui cherche à s'incruster dans le sol. Petit à petit, la tragédie arrive ainsi à son dénouement. La pieuvre coiffe sa victime et perce de sa gueule crochue comme un bec de perroquet les lames protectrices de la langouste. Elle dévore la chair vivante encore, laissant la carapace entière mais vide.
Bientôt, les taches disparaissent, la peau du monstre s'irise, s'éclaircit, il digère. Un combat plus égal cette fois se déroule plus loin entre un requin et un poisson-scie. Les ennemis se jettent avec violence l'un sur l'autre. Le requin va tenter de briser entre ses mâchoires l'arme redoutable de son antagoniste. Le poisson-scie essaie, lui, d'atteindre les branchies, point vulnérable entre tous, où les artères sont à fleur de peau. Le squale, blessé, abandonne et fuit. Mais soudain, dans sa rage belliqueuse, avisant Otis Barton, il se précipite sur lui. L'opérateur, affolé, se sert de sa caméra, la coince dans la gueule énorme qui la happe et l'avale. Mais les coins d'acier ont dû écorcher sa gorge. Le monstre est mort et il faut l'amener sur la plage pour récupérer la précieuse caméra et sa collection d'images. Le pied dépasse encore. Malheureusement, l'appareil ne sort pas aussi aisément qu'il est entré. Il ne reste qu'une solution.